On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Jean-François Guay, qui est un avocat, mais aussi un chroniqueur automobile, associé à la 49e édition du Guide de l'auto, parrainé par le légendaire Jacques Duval. Donc, il va nous parler de ses perceptions, de ses essais de la dernière année. Il a essayé environ une centaine de véhicules. Il va nous parler du guide également. Bref, on reçoit Jean-François Guay. Mais d'abord, parlons du Vieux-Saint-Jean, parlons du bilan de la jeune conseillère Mélanie Dufresne, qui va célébrer son premier anniversaire comme conseillère dans le centre-ville. Parler surtout de ses priorités pour les 3 années à venir. Il y a presque un an, c'était les élections municipales un peu partout au Québec et notamment ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un nouveau maire, un nouveau conseil, une nouvelle conseillère également dans le district du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Mélanie Dufresne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment on apprécie l'expérience politique presque 12 mois après l'élection? Ah, c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Pourquoi c'est passionnant? Parce que je découvre plusieurs sujets, plusieurs défis aussi que peut-être j'avais besoin de relever. En travaillant dans ma communauté, c'est sûr que j'avais beaucoup de défis à relever. Maintenant, je pense que ça l'a amené ça plus loin. Quand on dépose des demandes, quand on veut, je sais pas, on veut changer quelque chose, le visage de notre rue ou de notre organisme, par exemple, mais là, je vois jusqu'où ça va. Je comprends par où il faut que ça passe, les règles aussi, comment on est régi. Donc, vraiment, c'est passionnant parce que c'est un apprentissage continu, puis ça m'amène ailleurs, ça m'amène aussi à réfléchir à différentes choses, puis au comment faire aussi. Est-ce que l'expérience des derniers mois correspond à l'idée que vous aviez faite de la politique municipale? Parce que des fois, on se présente, on se fait solliciter, puis là, on embarque dans le train, oups, on est élu. Mais parfois, on peut être aussi déçu de dire, oui, finalement, c'est pas ça du tout que je pensais. Je suis pas déçue. C'est super enrichissant. Par contre, c'est beaucoup plus de travail que qu'est-ce qu'on est présenté. Oui, puis je suis le genre de personne aussi Ils vous avaient pas dit ça avant. Pardon? Ils vous avaient pas dit ça avant. Non, ils nous ont pas dit ça avant. Je m'attendais à travailler, mais il y a aussi la passion, l'implication. Je m'embarque davantage. Donc là, il faut que je regarde aussi quelles sont les priorités. Il faut aussi que je fasse le bilan, moi aussi, de ce que j'ai fait cette année pour revenir. Ça demande quoi, le travail d'un conseiller, d'une conseillère municipale? Parce que là, aux 2 semaines, évidemment, on vous voit dans les assemblées publiques, mais quand vous ne siégez pas les autres lundis, vous avez des comités, vous avez d'autres comités dans la semaine, vous avez des représentations. C'est quoi la somme de travail d'un conseiller municipal? Bien, ça dépend de chacun des conseillers. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec l'horaire de leur temps. La plupart ont aussi un autre travail. Mais moi, je vous dirais que c'est un second travail à temps plein. Ah oui, presque à temps plein? Oui. Fait que ça vient doubler les semaines. Là. Oui. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine, oui. Il faut y trouver son compte, puis il faut aimer les gens. Là, évidemment, ça va faire 1 an, là, en novembre prochain. Quel est le bilan que vous tracez des 10 derniers mois? Avez-vous réussi à influencer certaines décisions déjà, là, à court terme, qui touchent le Vieux-Saint-Jean? Bien, je pense que oui. Juste ramener les fêtes du Québec et du Canada au centre-ville. Je pense que là-dessus, j'ai travaillé fort à influencer aussi les gens autour de la table pour le ramener. Puis je sais que c'était quelque chose qui n'était pas facile parce que les organisations communautaires qui voulaient étaient déjà organisées. Donc, il y a eu un revirement. Ça n'a pas été facile, mais le travail a été fait avec brio. Encore une fois, les employés de la Ville aussi qui ont participé au niveau des loisirs pour aider la société québécoise, ainsi que les Fêtes du Canada, à vraiment monter un kiosque pour la musique, le stage, tout le kit. Je pense que ça a bien été, puis c'était... Ce qui est particulier là-dedans, c'est que quand on parle aux 2 organisations, je sais qu'ils préfèrent le parc Jerry Boulet pour toutes sortes de raisons. Mais à l'opposé, quand on pose la question au public, je pense que majoritairement, le public préfère la place du Quai. C'est peut-être plus compliqué pour les organisateurs, mais je pense que le public apprécie plus. Oui. C'est à voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'année prochaine. Là, ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs par rapport à ça, c'est que pour l'été prochain, j'ai cru comprendre qu'on se dirigeait encore une fois pour faire ça sur la place du Quai. L'année suivante, il va y avoir des travaux. Donc là, on n'aura peut-être pas le choix de le faire là-bas, mais après ça, sur une base à long terme, le Conseil devra se positionner à savoir qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Même là, il y aura des aménagements à prévoir parce que si vous prenez la décision de faire ça tout le temps,
il va y avoir des travaux en conséquence. Bien, il y avait plusieurs idées aussi qui ont été lancées, entre autres une scène permanente, disant que la scène, si on la met là, on peut la laisser là pendant l'été puis avoir autre chose qui se passe là. Il peut y avoir des théâtres d'été. Il pourrait avoir... Il y a beaucoup d'idées qui sont lancées. C'est sûr que moi, je suis très ouverte à ça. Je pense que ça prend ce type d'animation-là pour notre centre-ville, pour amener aussi les touristes à découvrir Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que c'est une belle ville. Bon. Là, il y a eu une décision, d'ailleurs, au dernier conseil en Assemblée publique par rapport au fameux permis d'alcool. Oui. Bon, on le sait, il y a plusieurs années, le précédent conseil avait voté un moratoire, justement, parce qu'à un moment donné, ça poussait. Il y avait des bars, des restos, puis ça finissait plus là. Et je sais qu'en même temps, il y a du monde qui habite le centre-ville. On essaie de repeupler le centre-ville, notamment avec des condos et toutes sortes de trucs. Puis là, évidemment, il faut jouer entre les deux, entre la qualité de vie puis les entreprises. Ça prend un équilibre. L'équilibre. Ça prend un équilibre. Puis je pense qu'on va devoir faire une réflexion par rapport à ça. Parce que là, vous avez eu une demande de permis pour le bâtiment où il y avait les équipements de cuisine Romichal sur la rue Champlain. Oui. C'était quoi? C'était un projet de salsa? Oui, salle de danse, salsa. Bon, ces gens-là voulaient, évidemment, un permis d'alcool pour vendre des trucs, pour évidemment, puis c'est bon. Rentabiliser. Pour rentabiliser le tout. L'activité, oui. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Conseil n'avait pas de malaise par rapport à ce projet-là. Pas du tout. Sauf que la réglementation, les lois font en sorte que le permis d'alcool est attaché à la bâtisse et non pas au projet. Oui. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que si ce projet-là ne fonctionnerait pas, qu'est-ce qui va s'installer? On n'a plus le droit d'ingérence par après. Donc, il va falloir ramasser les pots cassés s'il y en a. Pour avoir vécu sur la rue Champlain, je sais c'est quoi des batailles à 4 heures du matin. Donc, je comprends la réalité aussi de ces citoyens-là. Je comprends les commerçants autour aussi qui a toutes sortes de la vomissure. Bon, écoutez, je comprends ce volet-là. Néanmoins, il va falloir qu'il y en ait des projets pour redynamiser notre centre-ville, autant de jour que de soir. Donc, il va falloir revoir. Moi, je voudrais faire des pressions. Je voudrais même embarquer jusqu'à la réglementation pour la faire modifier, pour amener un amendement. Il faut le faire. Ça prend une volonté. Puis si on ne fait rien aujourd'hui, bien, dans 10 ans, ça va être encore la même chose. Donc, si on commence tout de suite à faire des pressions, pourquoi pas? Il y a une autre chose que vous avez dite également dans les derniers mois, ça m'a frappé, parce que, bon, on le sait, quand il y a eu l'expropriation des bâtiments, il y avait des bars, le Métrix, je pense, qui était fréquenté par une clientèle et tout ça. Puis là, les jeunes de cette cohorte d'âge-là, moi, me disent, bon, bien là, on n'a pas le choix, tu es obligé d'aller à Brossard, tu es obligé d'aller au 10-30 et tout ça. Et là, vous avez dit, bon, votre fille a quoi, 12-13 ans? Oui, elle a 13 ans. 13 ans. Là, vous avez dit, quand ma fille va être en âge de sortir, j'aimerais aussi bien qu'elle sorte à Saint-Jean, qui est un bar qui corresponde à ses besoins, plutôt qu'elle ait à se déplacer au 10-30. Oui. Bien, l'alcool au volant, je veux dire, il y a toutes sortes de phénomènes. Les déplacements. Moi, je préfère aller la chercher à Saint-Jean qu'aller la chercher à Brassard si j'ai affaire à aller la chercher. Écoutez, on parle du moratoire. Le moratoire a été instauré lors des fusions parce qu'il y avait des bars qui poussaient un peu partout dans la ville de Saint-Jean. Donc, ce n'était pas juste attribuable au centre-ville, mais vraiment à la grandeur de la ville de Saint-Jean. Puis il va falloir revoir aussi comment qu'on peut revoir notre réflexion de où est-ce qu'on les veut, les bars. Le Métrix, c'était un bar, je trouvais intéressant pour ces jeunes-là. On regarde le Douglas. On a besoin de construire. Pourquoi à notre 10-30, on ne l'amène pas dans le Douglas, par exemple? Ça pourrait être une alternative ici, puis ici, concentrer, avoir des restos-bars. Il y a aussi ça qu'il faut regarder. Mais oui, j'y crois, ça nous prend des bars ici pour justement pas envoyer la clientèle au 10-30. Si on les garde dans les bars ici, bien, plus tard, ils vont investir ailleurs. Parlons-en des fuites commerciales. Oui. Dans nos dernières émissions, avant la pause estivale, le maire Fecteau nous parlait, entre autres, des différents projets dans le centre-ville. Projet, oui, de déménager le cinéma Capitole, justement, dans le carrefour Douglas, pour éviter les fuites commerciales vers le 10-30. Michel Fecteau disait on pourrait prendre le bâtiment du Capitole, faire peut-être la 3e salle de spectacle que veut la SPEC depuis fort longtemps. Il y a toujours aussi la station-service qui a été démolie là, temporairement au profit d'un stationnement. C'est un bâtiment c'est un terrain qui pourrait peut-être être valable pour un hôtel, Bref, ce n'est pas les projets qui manquent là, dans le centre-ville. Non, mais ça prend des investisseurs. Est-ce que les investisseurs attendent que les travaux soient faits? Parce que je sais que ça fait peur au monde. Nous, évidemment, ici, on est un local de service, donc on n'est pas comme un commerce, tout ça. Puis on le sait qu'un jour, ils vont ouvrir la rue, là, puis qu'ils vont changer les infras, puis il faut le faire. Puis on va enfouir les fils, puis ça va être génial. Mais l'année ou 2 ans ou 3 ans de travaux que ça va demander...
Est-ce que c'est pas un frein au développement, ça? Bien, c'est pas un frein. Moi, je pense qu'au contraire, avec qu'est-ce qui s'est passé, la destruction des 3 immeubles qui s'est fait, je pense que ça a créé un engouement. Oui. Donc, faut c'est un mal nécessaire. Il faut le faire. Il faut le faire pour avoir autre chose, pour le revitaliser, ce centre-ville-là. Mais je pense qu'on serait capable de travailler avec les commerçants pour les aider à passer au travers. Puis je pense que le premier ébauche était de ramener les fêtes ici, même si on était en construction. Pourquoi? Pour que les entreprises ici bénéficient de cette visibilité-là. Là, vous allez procéder à l'inauguration du Square du Royal 22e dans quelques jours. Oui, samedi, oui. Oui, la question que je me pose, c'est, puis peut-être que vous n'avez pas la réponse non plus, pourquoi ça a été aussi long, ce chantier-là? J'ai eu l'impression que c'était interminable. Ça va être super joli, là. Oui. Mais pourquoi ça a été long de même? Bien, c'est sûr que j'ai posé la question parce que moi aussi, je trouvais ça long, surtout face au centre des aînés. Bon, ce que je me faisais répondre, c'était que, bon, là, ils tapaient le sol. Puis après ça, quand on pose du pavé uni, bien, le pavé uni, il faut que ça reste un certain temps là pour pas que ça bouge. Bon, c'est les raisons que Est-ce qu'on a des nouvelles du projet de l'entrée nord? Parce que je sais que vous attendiez après MMA, là, qui est propriétaire du chemin de fer. Oui, puis on a eu l'accord. Ça devrait partir bientôt. Quand exactement, je ne pourrais pas vous dire. Mais oui, effectivement, on a eu vent de ça. Puis la semaine passée, on a voté aussi pour l'enfouissement des fils du côté d'Iberville. Donc, ça s'en vient aussi sur la première rue. Donc, on travaille là dans le but de recevoir ce fameux pont. Est-ce qu'on a des nouvelles du nouveau pont? Est-ce qu'il y a eu des rencontres récemment avec le MTQ? Non, on n'a pas eu de rencontre. Pas à ce que je sache, il n'y a pas eu de rencontre. Par contre, c'est sûr qu'incessamment, il va falloir avoir une rencontre avec M. Turcotte pour parler davantage du pont et du projet du pont avec les citoyens qui questionnaient. Mélanie Dufresne, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit l'avocat et chroniqueur automobile Jean-François Guay qui a participé au Guide de l'auto, 49e édition. Beta, version 3.0, de retour cet automne. Quand on est au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? C'est le Guide de l'auto, 49e édition, auquel a participé l'avocat et chroniqueur automobile Jean-François Guay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, là, il y a différentes publications. Donc, toi, cette année, tu es associé au Guide de l'auto. Le même guide qui, d'ailleurs, est parrainé par Jacques Duval, qui est devenu au fil du temps comme une légende là, dans le monde des chroniqueurs automobiles. Mais en même temps, quand je regarde, vous êtes quand même assez nombreux à avoir participé. Bon, entre autres, Gabriel Gélina, Denis Duquette, Marc Lachapelle, il y en a d'autres. Là. Bien, il y a Sylvain Raymond aussi. Sylvain Raymond qui est de la région. Donc, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, mais c'est parce que ce genre de Bible, ce genre de livre, c'est presque 700 pages. Tu ne peux plus faire ça avec seulement 2-3 journalistes. Nous, quand on parle avec Jacques Duval, la première édition en 67, il y avait 16 essais. C'est sûr qu'il écrivait ça seul. Mais aujourd'hui, écoute, il y a quasiment 325, il y a 300 modèles sur le marché. Puis si on ne compte pas les versions, parce que si tu multiplies ça par les versions, parce que si tu installes un 4 cylindres, un V6 ou un V8, souvent, ce n'est pas le même véhicule. Donc, quand tu veux essayer tous tes véhicules sur le marché, ça prend une grosse équipe. Ce qui m'épate à chaque année, c'est de voir la popularité de ces outils, de ces guides. C'est gros, c'est pesant, c'est beau, là, ça sent bon, comme on dit. Et pourtant, on est aujourd'hui à l'ère de l'Internet et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça marche encore?
Qu'est-ce qui fait que c'est populaire d'avoir ça dans les mains, là? Bien, disons que peut-être notre principale clientèle, c'est encore les baby boomers. Ouais. La journée que ces gens-là vont disparaître, peut-être que les livres vont disparaître avec nous, parce qu'on est sur la porte, moi puis toi, des baby boomers. Et c'est sûr que l'Internet fait beaucoup de mal à l'industrie du livre, que ce soit des livres automobiles ou n'importe quoi. Ouais. Il y a juste les livres de cuisine, je pense, au Québec, là, qui connaissent beaucoup de popularité. À chaque année, quand vient le temps de refaire ces outils-là, évidemment, continuellement, vous êtes toujours en essai. À chaque semaine ou à chaque mois, vous essayez différents véhicules. Oui. Toi, au cours de la dernière année, quels ont été les principaux véhicules que tu as eu l'occasion d'essayer? Bien, je vous dirais, moi, que moi, au cours de la dernière année, j'ai essayé une centaine de véhicules. Une centaine? Une centaine de véhicules. Et, les tendances actuelles, c'est soit des véhicules très puissants ou des véhicules qui consomment peu. Puis si on regarde aussi ce qui se passe dans l'industrie automobile, il y a beaucoup de multisegments urbains. Fait que je vous dirais, moi, c'est sûr qu'on essaye des nouveautés quand on essaye des véhicules pour être chroniqueur automobile. Et au cours de la dernière année, on s'entend qu'il y a des modèles 2015, moi, que je n'ai pas encore essayé. Mais, grosso modo, si on regarde la dernière année, l'emphase est mis beaucoup sur les multisegments compacts puis les voitures de haute performance. On dirait que les voitures des entre-deux, c'est moins intéressant. Je m'explique. Mazda 6, Honda Accord, Chevrolet Malibu, ces véhicules, ces berlines intermédiaires ont beaucoup de succès aux États-Unis. Il y en a moins chez nous à cause du prix de l'essence. Chez nous, c'est les compacts. Sauf que des fois, on voit des voitures allemandes, Mercedes, BMW, qui font des rabais, qui vont louer un véhicule 500 $ par mois. C'est sûr que c'est une location, puis le kilométrage n'est pas élevé. Sauf que ça rentre en compétition en ligne directe avec les voitures intermédiaires, puis c'est là que les concessionnaires puis les constructeurs se creusent les méninges pour essayer d'écouler ces véhicules-là chez nous. Ça fait un drôle de jeu dans l'industrie, parce que moi-même, je me suis frotté à ça dans les dernières semaines en magasinant, en regardant un œil du côté des Allemandes, justement, mais j'ai déchanté quand on a commencé à me parler des options, parce que c'est toujours ça le problème. On peut avoir une Allemande de façon assez abordable, mais il n'y a pas grand-chose, là. Non. La minute qu'on veut ci, on veut ci, on veut ça, la facture commence à monter. Donc là, tu te rabats sur les modèles les marques traditionnelles, où là, tu as un forfait avec sensiblement le même prix, mais avec un bouquet d'options. C'est là aussi où parfois la décision se prend. C'est sûr que les gens se font prendre à ça, mais c'est sûr qu'il y a des prix, il y a beaucoup de pubs pour essayer d'attirer l'acheteur chez le concessionnaire. Sauf qu'il est vrai, par contre, qu'il y a des liquidations en fin d'année puis en fin de mois. Quand vous voulez acheter une voiture... fin du mois, la dernière semaine. La dernière semaine. Surtout la dernière journée. La dernière journée, là, à moins une. À moins une. Mais concernant... Là, on parlait des prix des voitures allemandes. Les groupes d'options, c'est quand même 2 000, 3 000 $ du groupe d'options. C'est quand même assez... c'est assez extraordinaire là, comme prix, des fois. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année qui t'ont marqué dans les essais, des véhicules pour lesquels tu n'avais peut-être pas des attentes très élevées, puis tu as été surpris du rendement? Bien, la Nissan Micra. Les avis sont partagés. J'écoutais certains confrères. Ils trouvaient ça un peu une voiture à 10 000 avec des vitres à manivelle. Ce n'est pas des vitres électriques. Une boîte manuelle, mais sauf que c'est 10 000 Puis il y en a qui disaient que ce véhicule-là était sensible aux vents latéraux, ces autoroutes, tout ça. Bien, moi, non. C'était parce que je suis lourd quand le véhicule s'écrase. Non, mais je fais une blague. Mais sauf que c'est pas si pire que ça. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'à 10 000 c'est sûr qu'il n'y a pas de climatiseur à ce prix-là. Sauf qu'avec le climatiseur boîte automatique, ça coûte 13 000 environ. C'est quand même pas si pire, là. Puis ce genre de véhicule-là... C'est un Nissan. C'est un Nissan. Ouais. C'est pas une Lada, hein? Dans le temps, on disait 5 000 une Lada, mais là, c'est 10 000 c'est pas... On est en 2015, là, on s'en va vers 2015. Donc, c'est quasiment donné. Mais je vous dirais, moi, qu'en général, le comportement routier, c'est correct. Ça fait la job, comme on dit. Donc, du côté des compacts ou des sous-compacts, ton coup de cœur, c'est? Côté des compacts, sous-compacts, bien moi, je vous dirais, j'ai toujours un petit faible pour la Honda Civic. Sauf qu'au cours de la dernière année, elle a perdu des plumes. Si on pense à la Toyota Corolla, la Mazda 3, la nouvelle Mazda 3, disons que ces deux manufacturiers-là ont fait le devoir. Honda, va falloir qu'ils revoient encore, je pense, la Civic,
qu'ils modifient à tous les ans, là, depuis 3 ans. Là. C'est toujours des grosses modifications. Bon, du côté des berlines? Côté des berlines, moi, je vous dirais que on parle-tu des petites voitures ou des grosses? Là? Il y en a des deux. Des intermédiaires? Bien, écoutons, moi, je dirais que la Honda Accord, je l'aime bien. Mazda 6, Toyota Camry. Je vous dirais qu'il n'y a pas de mauvaise berline. C'est une question de goût, question de prix. Mais par contre, moi, c'est des petits VUS qui m'impressionnent cette année. Bon, mais il y en a une tonne de VUS, là. Puis des fois, même à la limite, ils se ressemblent un petit peu, là. Oui. Mais sauf que pour 2015, là, c'est la tendance des multisegments urbains. Ouais. Parce que là, chez Jeep... C'est comme les Chevrolet Trax, puis ces trucs-là, là. Oui, Chevrolet Trax. Là, la Fiat 500 va être disponible éventuellement en modèle 5 portes avec une traction intégrale. On pourrait, à la limite, la cataloguer de multisegments urbains. Il y a le Jeep Renegade, un bébé Jeep qui s'en vient. Ça va être tout petit. Ça va être basé sur la Fiat, sur la même plateforme que la Fiat 500. Audi Q3, Mercedes GLA. Chez BMW aussi, il va arriver le Active Tourer, j'espère que je le prononce bien, série 2, qui va rivaliser avec le Mercedes Classe B. Donc, il y a une panoplie là, de véhicules multisegments. Bon, les véhicules électriques, hybrides, le diesel, est-ce qu'il y a encore de l'espace pour ça? Parce que quand on s'était vu la dernière fois, Mazda 3 puis le CX-5 devait être diesel. Finalement, Mazda Canada a reporté ça parce que je pense qu'on ne rencontrait pas les normes environnementales. Est-ce que ça va venir même pour d'autres modèles, pas juste chez Mazda? Là? Bien, il y a eu plusieurs reports. Moi, je vous dirais, bon, côté diesel, la nouveauté, Volkswagen. Au niveau de la Beetle, la Jetta, de la Passat et la nouvelle Golf, la 7e génération, il y a un nouveau moteur diesel qui va fonctionner aussi avec de l'urée. Il va falloir rajouter, il va y avoir un petit compartiment à mettre d'urée. Ça, c'est pour diminuer la pollution, diminuer les particules là, qui peuvent s'en aller dans l'atmosphère. Au niveau des modèles hybrides, moteurs véhicules électriques, bien, on n'a pas vraiment de nouveauté cette année. C'est encore la même, c'est la Nissan Leaf, fusion hybride, la Volt. Il n'y a pas de nouveauté. Pourquoi? C'est peut-être parce que le marché n'est pas encore là. Mais en même temps, les moteurs à essence se sont de beaucoup améliorés. Quand on regarde les performances, puis c'est peut-être à cause de certaines transmissions aussi. Aujourd'hui, on a des transmissions, le 7, puis 8, puis 9 vitesses. Là. 9 vitesses. La 10 vitesses même, éventuellement, sur la Mustang. Une Mustang avec une transmission à 10 vitesses. Ah ouais. C'est comme, wow. Parce que c'est ça qui est impressionnant aujourd'hui, c'est qu'on a des moteurs à essence qui font, dans certains cas, des performances de 6 litres au 100. Ça vient presque rivaliser avec certaines diesels. C'est vrai. Sauf que les diesels, bon, ils ont encore la cote, c'est très populaire chez nous. Aux États-Unis, les Américains ont longtemps boudé le diesel, sauf que là, Volkswagen connaît des records de vente au niveau du diesel aux États-Unis. Mais c'est sûr que la consommation, le diesel est encore champion au niveau de la consommation par rapport à un moteur à essence. Qu'est-ce qu'on retrouve cette année dans le Guide de l'auto 2015? On retrouve des matchs comparatifs. Moi, je pense que le livre se distingue de la concurrence à cause de 3 matchs comparatifs. Notamment, ceux qui aiment les voitures sport, il y a un match entre une Corvette, une Porsche 911 puis la nouvelle Jaguar F-Type coupée. Il y a aussi un match de voitures dans la neige, des voitures compactes. Tu sais, souvent, puisqu'on vit 6 mois par année, même si on a un bel été, on vit quand même 6 mois par année dans la neige. Donc, il y a un match de voitures compactes dans la neige. Puis aussi un match de compact de luxe, qui est une nouvelle catégorie en devenir aussi. On parle encore des Mercedes, BMW, Audi, la Audi A3. J'ai vu aussi le clip, la nouvelle chez Hyundai, là, le véhicule de luxe. Là. La Genesis. Oui, il y en a une là, sur YouTube, il y a un clip là, où on voit 5 véhicules qui suivent avec le cruise control adaptatif. Là. Oui. Puis on voit les chauffeurs sortir par le toit ouvrant. Puis les autos conduisent tout seuls. Oui. Puis il y a le premier en avant qui freine, puis toutes les autres arrêtent en même temps. C'est assez impressionnant, ça. Ouais. Mais tu parles de la Genesis, la nouvelle Hyundai Genesis. Ça, c'est une belle nouveauté parce que Hyundai avait un peu de misère dans ce créneau-là parce que l'ancienne Genesis était seulement à propulsion, roue motrice arrière. Puis au Québec, une voiture à traction à propulsion, c'est pas l'idéal. Parce que les Hyundai et les Kia, la qualité du produit est quand même assez incroyable. Là. Si on remonte à il y a plusieurs années. Là. Oui, ils ont fait beaucoup de progrès. Puis encore une fois, c'est la garantie, eux, qui est le principal marque de commerce parce que c'est la meilleure garantie d'industrie.
Nonobstant Mitsubishi, qui est quand même très bon, mais les Coréens, c'est 50 100 000 km d'un pare-choc à l'autre. Sauf que, moi, si tu me permets d'aborder le sujet, moi, c'est les routes du Québec présentement qui... Parce qu'avant, on avait beaucoup de plaisir à rouler au Québec. Ouais. Puis là, moi, il me semble que je ne voyage plus. Je reste à la maison. Mais c'est pour ça que je me suis acheté un VUS. Pour ne pas endommager ton véhicule. C'est ça. Quand on fait Saint-Jean-Montréal, c'est rendu trop hasardeux. Moi, je laisse tomber. Oui, oui. Mais Jean-François, merci beaucoup. Donc, on invite les gens à se procurer donc, le Guide de l'auto, 49e édition, à laquelle tu es associé avec le légendaire Jacques Duval, qui sera là, bien sûr, pour le 50e l'an prochain. L'an prochain. L'an prochain. Donc, et toi, évidemment, tu continues tes essais. Là, ces temps-ci, tu as une Jaguar. Bien, j'ai laissé ça. Rouge. J'ai une Jaguar. Bien, c'est un modèle en fin de carrière, la XKR, mais version S. Oui. Mais avec le succès de la F-Type, la nouvelle F-Type, la XKR est appelée éventuellement à être modifiée en profondeur. C'est plate, ta vie, quand même. Oui, mais je me suis promené en Nissan Micra aussi. Ah, c'est vrai. Tu sais, il y a des hauts et des bas. C'est ça, il y a les deux extrêmes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babière quotidien. Ça faisait partie des engagements du nouveau maire Michel Fecteau, soit d'avoir l'autobus le dimanche. Bien là, c'est désormais chose faite, c'est la ligne 133. Et là, bon, l'autobus est gratuit durant le mois de septembre. Donc, si vous désirez l'essayer, bien, on invite les Joannais, bien sûr, à faire la tentative de la ligne 133 le dimanche gratuitement pour le mois de septembre. Il y a aussi des tirages qui sont associés à ça. Parlant de Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque semaine, on vous présente cette émission qui vous résume les travaux du Conseil de ville. On a fait la captation du dernier conseil, c'était le mardi 2 septembre. Au cours des 2 prochaines semaines, on en fait la diffusion. Vous avez la grille horaire à l'écran, puis ça se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Et n'oubliez pas d'aller acheter vos livrets, vos cartes dans une trentaine d'endroits dans la région pour vous les procurer. On est là demain. Bye-bye.